La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, par le docteur Georges Contenot, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre. Payot, Paris, 1940. Deuxième partie. Chapitre 8. Des astres et des phénomènes atmosphériques. L'astrologie dans le monde ancien. En Élam. Les Élamites se sont montrés curieux d'astrologie babylonienne. Nous avons déjà vu qu'ils dépendaient de Babylone pour l'émérologie. Pour le reste, ils en ont adopté la doctrine. Parfois, ils ont recopié sur place des exemplaires babyloniens. On entendait le babylonien à Suse, mais sans servilité, gardant le libre choix de leurs signes syllabiques ou idéographiques, et pratiquant une refonte de certains présages. Parfois, ils ont traduit le texte en élamite, pour le rendre accessible à une plus grande quantité de lecteurs. De la première sorte est un fragment de l'Enuma Anu Enlil, tiré des 22e et 23e tablettes du Grand Recueil. Ces tablettes avaient trait aux présages solaires et lunaires. Le professeur Scheil, qui a édité ce fragment, a pris soin de confronter les deux passages babyloniens et élamites. Nous y voyons que si dans le premier mois, Nissan, il y a éclipse, début de citation, au 14e jour, le pays sera diminué, le roi mourra. Au 16e jour, il y aura la peste, le bétail périra. Au 2e mois, au 14e jour, il y aura révolte, désolation, le roi mourra. Fin de citation. Bref, l'astrologue élamite ne s'écarte pas des principes de la mantique babylonienne. Chez les Hittites. C'est aussi ce qu'ont fait les Hittites. Dans les textes de Boghaz Kewi, à côté des textes écrits en babylonien, il est de véritables traductions hittites. La confrontation des deux permet, comme en Élam, de constater que les devins hittites prenaient leur mot d'ordre à Babylone. On a ainsi des présages parallèles pour chacun des mois de l'année, en cas d'éclipse de soleil. Ces présages sont au nombre de plusieurs pour le même événement, et, en général, défavorables. Une confrontation des deux textes indique de la part du hittite une simple adaptation de l'akkadien. La seule différence est que le texte akkadien donne le nom des mois, tandis que la tablette hittite les désigne par leur numéro. En Égypte. L'Égypte, comme Babylone, s'adonnait à l'astrologie. Dès le début de l'histoire, le grand prêtre d'Héliopolis est nommé du titre chef astrologue, et cet emploi fut tenu par Poti Phéra, le beau-père de Joseph, Genèse 41-45, qui était, ne l'oublions pas, un habile interprète des songes, Ibid 40-5, et pratiquait aussi la divination au moyen des coupes, page 294. Mais cette astrologie différait assez de celle des Babyloniens. D'abord en raison de ce que l'année des Égyptiens était solaire, alors que celle des Babyloniens était lunaire, et parce que les Égyptiens ne se sont pas intéressés à tout ce que les Babyloniens comprenaient dans leur astrologie. Par exemple à la divination par les phénomènes atmosphériques, pluie, vent, nuages, ce que les Babyloniens nommaient la section Hadad. En outre, beaucoup de phénomènes célestes, comètes, éclipses, rencontres d'étoiles, n'étaient point considérés comme présages, mais en rapport avec la mythologie. Ils étaient plus la confirmation des légendes divines qu'ils n'étaient des signes pour l'avenir des humains. C'est à basse époque que la divination égyptienne, submergée par les influences grecques, changea de caractère. C'est à ce moment que les horoscopes entrent en faveur. Aux alentours du début de l'ère chrétienne, l'astrologie devint maîtresse de la divination égyptienne, et l'on peut y reconnaître plusieurs courants. L'influence d'une tradition égyptienne, assez différente de la tradition babylonienne, une influence directe de Babylone, surtout une influence de la Grèce, et plus tard de Rome, qui avait subi celle de Babylone, mais en avait perfectionné les méthodes, au point d'en faire quelque chose de tout nouveau. L'influence de l'astrologie, à cette époque, est telle en Égypte que M. F. Cumont a pu reconstituer la vie de l'Égypte gréco-romaine en utilisant les faits auxquels se rapportent les consultations des astrologues du temps. C'est l'époque où l'Égypte occupe la première place dans les écrits astrologiques, avec Ptolémée de Péluse, 2e siècle de notre ère, dont le célèbre traité, le Tétrabiblos, qui introduit plus de rigueur dans les interprétations, fut étudié pendant le Moyen-Âge. Même à la fin de l'Empire romain, nombre d'astrologues réputés, Paul d'Alexandrie, Rhétorios, celui qu'on appelle l'anonyme de l'an 379, sont des Égyptiens. On ne doit pas sous-estimer leur influence. Le livre de M. Cumont a pour point de départ l'édition par M. W. Gundel d'un manuscrit latin de la Renaissance, traduction d'une œuvre grecque de l'époque alexandrine.
le titre du manuscrit attribue l'œuvre à Hermès Trismégiste. En réalité, certaines parties peuvent remonter au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les dernières retouches dateraient du 5e siècle de notre ère. Telle quelle, on y retrouve la doctrine des 36 décans divinisés, l'énumération des 72 étoiles fixes, qui peut se rattacher au catalogue d'Hipparque, mais le chiffre de 72 est, en Babylonie, un chiffre sacré, nombre des semaines de 5 jours pour une année. On y retrouve aussi la théorie des influences physiques ou sociales de chacun des degrés du globe céleste. Bref, comme le remarque M. Cumont, de nombreux indices que les Égyptiens ont leur part dans l'élaboration de l'astrologie à laquelle les Grecs devaient donner sa forme définitive. Un témoin intéressant de l'état de l'astrologie en Égypte nous est fourni par le zodiaque de Dendera, conservé au musée du Louvre. Il a la forme d'un double cercle inscrit dans un carré et décorait un plafond dans un sanctuaire d'Osiris à Dendera. Il fut apporté à Paris en 1821, acquis par Louis XVIII, et donna lieu alors à des discussions bien oubliées aujourd'hui. Pour les uns, c'était un monument de la plus haute antiquité. Pour les autres, et ils avaient raison car le zodiaque de Dendera date de la fin de la période ptolémaïque ou de l'époque romaine, un monument de basse époque. On y retrouve les conceptions astrologiques des Égyptiens. Le soleil tournant autour de la Terre, le long d'une zone circulaire appelée zodiaque, est divisé en 12 parties. 4 femmes debout, les points cardinaux, et 4 groupes de 2 génies agenouillés soutiennent le cercle céleste où se voient les 36 décans, génies au-dessus des 36 décades, 3 par mois, de l'année. Au-dessus d'eux, les 12 signes du zodiaque, les 5 planètes et un certain nombre d'étoiles ou de constellations. L'adjonction de quelques figures, hippopotame, chacal, semble indiquer une répartition du ciel en ohms. Comme pour l'Égypte, on y retrouverait la vieille conception d'une étroite concordance entre l'image de la terre et celle du ciel. En Canaan. Israël connut l'astrologie, comme il apparaît de mentions éparses dans la Bible. Mais, faute de textes analogues à ceux que nous a fournis la Mésopotamie, nous ne pouvons déterminer jusqu'à quel point l'astrologie a été pratiquée, et si ce procédé mantique a été suivi tel quel ou très modifié, soit par développement personnel, soit sous l'influence de l'Égypte. L'existence des observateurs d'étoiles, comme on les appelait, est attestée, notamment par Ésaïe. Début de citation. Qu'ils apparaissent, ceux qui interrogent les cieux, qui examinent les étoiles, qui font leurs prédictions aux nouvelles lunes. Fin de citation. Mais on distingue entre ceux qui prophétisaient d'après les phénomènes atmosphériques et qu'on nommait les méonènes et les vrais astrologues. La prophétie de Balaam est mise en partie en rapport avec les prédictions astrologiques. Si nous ne pouvons, comme on le fait parfois, dire que Daniel devint chef des astrologues à Babylone, ce qui lui supposait une connaissance antérieure à l'astrologie, car le mot signifie plutôt enchanteur, homme des conjurations, la prohibition des astrologues par la Bible semble une bonne preuve que cette mantique était pratiquée en Canaan. En Grèce et à Rome. Dans un volume consacré à l'astrologie chez les Grecs, ce que nous venons d'écrire ci-dessus sur cette mantique pourrait servir de chapitre d'introduction. Chez les Grecs, l'astrologie devint tout. Elle ne fut possible que par les travaux préparatoires des Babyloniens et de l'Égypte. À vrai dire, l'astrologie ne vint pas seule en Grèce, ni à Rome. Elle fit partie du cortège des dieux étrangers. Elle pénétra en même temps que les cultes d'Asie envahisseurs, et c'est sur ces données anciennes, acceptées comme très vénérables, en raison même de leur antiquité, que Grecs et Romains bâtirent à l'envi pour faire de l'astrologie la méthode si souple aux ressources infinies que nous connaissons aujourd'hui. Les Grecs eurent de nombreuses occasions de connaître la doctrine babylonienne. L'Asie mineure fut un chemin commode pour la propagation des doctrines. Nombre de philosophes grecs avaient résidé en Ionie, ou même à la cour des rois de Perse, car si l'Occident affectait de mépriser les barbares, nom qui n'entraînait pas aujourd'hui l'acceptation péjorative d'un manque de culture, il enviait leur luxe et ne manquait pas de les imiter quand il le pouvait. Des Perses venaient en Europe, des Grecs travaillaient au palais de Persépolis, et l'on a retrouvé à Suse de la céramique et des inscriptions grecques. La compénétration était donc totale. Dès l'époque d'Antiochus II, Bérose, prêtre de Bel à Babylone, à qui l'on devait une histoire d'Orient, aujourd'hui perdue, et dont nous ne connaissons des extraits que par Joseph et Eusèbe, lui-même ne l'a connu que par Alexandre Polystor et Apollodore, s'était installé à Kos pour y propager l'astronomie et l'astrologie orientale. Ce n'est pas que cette invasion doctrinale se fit sans résistance. Carnéade, qui vivait au IIe siècle de notre ère,
avait déjà opposé à l'astrologie la plupart des arguments dont on s'est servi depuis, et qui sont souvent assez faibles. Dans un naufrage, tous les passagers ont-ils le même thème de nativité ? Mais, sous Auguste, Manilius compose un poème astrologique. Vettius Valens et Firmicus Maternus, qui devait plus tard se combattre lui-même en se rétractant, écrivent des traités d'astrologie. Ils ont parmi leurs sources le tétrabible de Ptolémée, dont l'ordre et la rigueur les séduisaient. Un des principaux résultats de la propagation par Béroz des doctrines chaldéennes fut celui de la croyance aux grandes années, reproductions exactes les unes des autres, d'une durée de 432 000 ans, temps nécessaire pour que les astres se retrouvent dans une position identique. Cette théorie ne perdit son crédit qu'à l'époque de la Renaissance. Cet engouement, joint aux solides qualités des Grecs, devait avoir les plus heureux résultats sur l'évolution de l'astrologie. Son côté mathématique ne pouvait manquer de séduire un peuple si sensible à l'idée de science, ce que les Babyloniens avaient d'ailleurs parfaitement compris. Peu à peu, en raison de l'origine des propagateurs de cette mantique et de leur connaissance des nombres, aussi bien par leurs calculs que pour la détermination des jours fastes et néfastes, les astrologues furent appelés des Chaldéens ou des mathématiciens. Les Grecs modelèrent leur zodiaque sur ceux de l'Orient, en lui donnant un caractère national en accord avec leur mythologie. Mais les qualités des signes étant en accord avec les images qui les représentent, ils durent, sur bien des points, retoucher le système d'interprétation qui leur était transmis. Ils spéculèrent d'abord sur les signes eux-mêmes, les divisant en simples, bélier, taureau, etc., ou doubles, gémeaux, poissons, en masculin ou féminin, simplement selon l'alternance des signes, diurnes ou nocturnes. Puis ces signes furent affectés aux diverses parties du corps, en commençant par le bélier pour la tête, et finissant avec les poissons pour les pieds. Enfin, les signes régentèrent d'autres pays qu'à Babylone, en raison de l'extension du monde connu. On considéra les aspects qui existent entre les diverses parties de l'ensemble, et on imagina d'emprunter les données nouvelles à ce que les Grecs appelaient la sphère barbare, qui tenait compte des constellations éparses sur toute la sphère céleste. Enfin, l'influence spéciale des planètes vint s'ajouter à tout ceci. Outre son influence propre, chaque planète fut considérée en association avec d'autres planètes, et aussi avec le lieu où elle se trouve. Chaque planète voit sa puissance croître ou décroître, selon le signe où elle se tient, et les planètes sont également considérées selon leurs aspects. Chaque planète fut étudiée, non seulement dans le lieu où elle se plaît, mais encore dans les autres maisons. Ces quelques acquisitions, entre beaucoup d'autres, avaient considérablement étoffé la matière astrologique. La notion de l'horoscope, point précis de l'horizon au moment de la naissance, acheva de permettre la construction de thèmes de nativité, et les maisons permirent d'interroger les astres pour tout ce qui peut intéresser notre existence. Tout ceci ne fut pas créé d'une seule venue, et l'on voit par les textes horoscopiques que bien souvent on demandait moins à l'astrologie. Le thème de géniture du roi Antiochus de Commagène, mort en 34 avant Jésus-Christ, que ce monarque se fit ériger sur les monts du Nimroud Dag, dans le Taurus, ne comprend que les données essentielles d'un thème de nativité. Le bas-relief représente un lion qui est le signe zodiacal de la naissance du roi. Le lion est couvert d'étoiles et sa poitrine est barrée d'un croissant lunaire. Au-dessus de l'animal sont indiquées de gauche à droite 3 planètes, Mars, Mercure, Jupiter. Ces conditions se trouvaient réunies le 17 juillet 98 avant Jésus-Christ. Si cet horoscope figuré est isolé, des allusions sont fréquemment faites aux horoscopes dans les épitaphes de Syrie. M. Cumont a publié l'épitaphe d'un jeune Sidonien qui le signale expressément. Début de citation. « J'avais accompli 20 années quand m'emporta un démon jaloux, et je ne laisse à mon père qu'à se lamenter. Cesse, ne gémis pas, père chéri. Ce fut l'arrêt du destin dès ma naissance que je quittasse avant toi la douce lumière. » Fin de citation. Le Louvre possède un curieux monument d'époque romaine qui provient de Baalbek et représente le grand dieu local, le Jupiter héliopolitain. En réalité, il s'agit d'un dieu oriental extrêmement ancien, Hadad, qui a pris la forme romaine. Vêtu d'une tunique aux pieds et dont les galons déterminent les compartiments, il est flanqué de 2 jeunes taureaux, l'animal attribut du dieu. Dans chaque compartiment de la tunique, l'artiste a figuré un petit buste en relief qui est une divinité en tant que planète. De haut en bas, et 2 par 2, se voient le Soleil et la Lune, Mars et Mercure, Jupiter et Junon à la place de Vénus, et Saturne. Cet ordre
qui met avant tout les 2 grands luminaires, est astrologique. Il range les 5 planètes d'après leur distance à la Terre, ou, ce qui revient au même, la durée de leur révolution. En effet, on peut lire la suite de ces astres par colonne, en commençant par la droite. Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Ou, si on les lit de gauche à droite, ligne par ligne, on a Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, dans l'ordre où ces divinités président au jour de la semaine. À mesure que l'astrologie progressait, se dégageait l'impression d'une fatalité de la destinée contre laquelle on ne pouvait réagir. On admit dès l'époque romaine que les prières aux dieux pouvaient corriger l'influence des astres. Mais cet échappatoire fut bientôt jugé insuffisant, et l'on eut tendance à s'adresser aux procédés que l'on croyait seuls capables de neutraliser le sort. La faveur dont jouit la magie dans la Rome impériale trouve certainement dans ce fatalisme une de ses causes. Nous avons dit comment le christianisme lutta contre l'astrologie en raison de cette tendance. Il arriva à l'extirper peu à peu pendant le cours du Haut Moyen-Âge, jusqu'au moment où la connaissance de la science arabe, au XIIe siècle, lui donna un regain de vie. La divination par la foudre faisait aussi partie de la mantique romaine, qui l'avait empruntée des Toscans. Présage fâcheux à l'origine qu'il fallait détourner par une expiation, et qui se mua bientôt en observation du ciel. Romulus passait pour avoir inauguré sa royauté par une consultation divine, au cours de laquelle un éclair sillonna le ciel de la gauche vers la droite, et Numa avait réglé, disait-on, les expiations nécessaires lorsqu'on entendait le tonnerre. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Aussi, je vous invite, s'il vous a plu, à le soutenir par un don en vous rendant sur la page Tipeee, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain, dédié à quelques mantiques mineures dont les recherches pourraient s'avérer intéressantes.